Vous êtes sur El Mararabia, bienvenue à vous, les 18h30 en Algérie, 19h30 en France, soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité et on rend hommage encore ce soir à tous les disparus dans le cadre de la Covid-19 mais aussi dans le cadre de ces incendies maintenant qui ont ravagé le nord du pays, énormément la Kabylie, on compte aujourd'hui plus de 150, 160, 170 disparus, paix à leur âme, on leur rendra hommage tout à l'heure, on a une pensée aussi à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers avec ces souvenirs qui resteront, des souvenirs tragiques qui resteront gravés dans les mémoires pour plusieurs décennies et même des générations. On a aussi une pensée à tous les enfants, toute cette jeunesse qui a vu, qui a vécu malheureusement ces moments difficiles, ces moments de terreur. On a vraiment une pensée pour eux. Soyez les bienvenus, suivez-nous sur les réseaux sociaux et encore une fois, merci infiniment pour toutes les images et les informations que vous nous apportez. On rendra donc hommage à ce peuple ce soir. On parlera aussi de solidarité parce que ne l'oublions pas, c'est toujours d'actualité. On reviendra aussi sur l'affaire de ce jeune Jamel Ben Smaïn donc, qui a perdu la vie mercredi dernier en soirée à l'Arva Nathirathen, un crime odieux qu'on condamne bien sûr sans mots au nom de la rédaction, de la direction. On a une pensée pour sa famille. On reviendra sur cette affaire qui fait aujourd'hui la une des médias. On parlera aussi, on se posera la question, est-ce qu'il n'y a pas une propagande, une tentative de propagande derrière cette affaire. On rend hommage aussi à son papa, l'attitude digne et responsable du père de Jamel. Voilà ce que nous dit, nous ne voulons pas la fitna, les Kabyles sont nos frères. Voilà ce qu'il a pu dire après le drame qu'a subi son fils. J'ai perdu un fils et j'ai gagné une wilaya, a-t-il dit. La mort de mon fils rassemblera les Algériens. Ces propos sont-elles une pluie qui s'abat sur le brasier de la haine? C'est ainsi qu'ont été qualifiées les déclarations donc, du père de Jamel juste après l'assassinat de son fils. On se posera donc ces questions. Pourquoi, encore une fois, le MAC est remis en question? On sait très bien que le MAC, maintenant, depuis plusieurs années, est un mouvement politique, c'est un mouvement pacifique. Pourquoi, encore une fois, les autorités politiques remettent le MAC en question? Et puis parfois, c'est Rachad et souvent le Maroc. Hier, c'était le 17 août. Il faut savoir que la DGSN donc, a indiqué dans un communiqué avoir arrêté 25 autres suspects qui ont été donc, arrêtés. Voilà, il y en a 61. On y reviendra dans le détail au total. Voilà ce que dit le communiqué. Je cite, impliqués à différents degrés, ces suspects ont été arrêtés. La police affirme que le meurtre est la conclusion d'un complot, œuvre d'un réseau classé, organisation terroriste. Ce sont donc les mots de la DGSN. La Ligue algérienne des droits de l'homme, voilà ce que dit aussi le communiqué de la LADDH. Elle exige une enquête impartiale et un procès équitable afin de rendre justice. Rien que la justice et de révéler toute la vérité. On reviendra aussi avec nos invités la manière dont se déroule cette affaire. D'abord, il y a quelques jours, des suspects devant les caméras de télévision, conférences de presse, et puis hier, d'autres suspects qu'on a pu entendre dans le cadre de certaines auditions, notamment lorsqu'ils sont revenus sur leur lien avec le MAC suite à ce crime. On reviendra aussi sur cette chaîne qui est peu connue de télévision privée qui s'appelle Lina TV, qui a été fermée avant-hier, c'était le lundi 16 août par le ministère de la Communication, jugeant son activité en dehors des cadres juridiques en vigueur, notamment liés à des problèmes, des difficultés d'agrément. Voilà ce que dit Abdelaziz Larabi, l'ancien ministre de la Communication, notamment du temps d'Abdelaziz Bouteflika. Cette fermeture définitive résume les ravages que peut provoquer l'effacement de la justice et l'absence de cadre légal dans l'exercice d'une activité sensible livrée à une administration qui fait fonction d'État et d'influence, groupe et pression d'intérêt. On y reviendra dans le détail. Avec nos invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Comme chaque soir, on a une pensée à toutes ces victimes. Vous en avez ici encore ce soir quelques-unes. Malheureusement, nous n'avons pas tous les portraits. Nous n'avons pas le nombre exact car il est très difficile en Algérie d'avoir à chaque fois les chiffres, que ce soit au niveau de l'emploi, de l'environnement, de la rentrée scolaire ou malheureusement de disparus. Mais il y a quelques portraits ici. Et chaque jour, régulièrement, on essaiera de rajouter le portrait de ces disparus et on se retrouve tout de suite après.
Lorsqu'on visualise ces portraits, on a beaucoup de mal, puisqu'on sait maintenant que depuis lundi 9 août, vous savez que l'Algérie, le nord du pays, Djidjel, Annaba, une très grande partie de la Kabylie est partie en fumée, et on compte plus de 150, 160, 170 personnes. Alors, bien évidemment, la question, on va en parler ce soir, l'origine de ces feux, plusieurs feux sont partis simultanément. On en verra encore quelques images tout à l'heure. On vous a diffusé ces images hier soir et lundi, mais vous êtes nombreux à nous avoir demandé de les revoir. Vous allez voir que c'est assez impressionnant comment les feux sont partis, notamment du côté de Béjaïa, et puis aussi la grande colère. Ce qui a suscité énormément d'émotions, d'incompréhension. Pourquoi est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas fait appel et n'a pas accepté l'aide internationale dans les heures qui suivaient? Les autorités ont attendu, notamment le jeudi, pour donner leur accord quant à l'arrivée de Canadair vendredi dernier, 2 Canadair notamment français. Donc effectivement, c'est bien, mais c'était trop tard puisqu'il y avait déjà énormément de victimes. Donc on rend hommage ce soir à toutes ces victimes. Algérie 2 points. Derrière cette affaire, est-ce que les autorités tentent d'effrayer, tentent de dissuader ou tentent de détourner l'attention du peuple, notamment? On reviendra sur tous les médias qui reviennent sur cette affaire. C'est peut-être, alors cette affaire est bien évidemment d'une ultime importance que justice soit faite autour de ce crime. Mais il y a d'autres fléaux en Algérie, notamment la crise sociale, les haragas, la crise sanitaire. Aujourd'hui, les autorités politiques qui communiquent énormément autour de cette affaire. Avec nous, pour en parler, Youssef Amar Kodja. Bonsoir, Youssef Amar Kodja, militant politique via Skype. Bonsoir, salam alaikum, Azout Larouni. Merci d'être avec nous, Youssef Amar Kodja. Yahya Bounoir, journaliste. Merci d'être avec nous, Yahya Bounoir. Merci Chaban, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Viendra nous rejoindre Maître Zoubida Assou, l'avocate présidente de l'UCP. On reviendra notamment sur les conditions et comment se déroule cette affaire. Et puis avec nous Aziz Moatz, universitaire, journaliste, auteur. Bonsoir Aziz Moatz. Bonsoir. Merci pour votre présence. Aziz Moatz, vous êtes en Algérie. Je vais commencer par vous. Vous pouvez bien évidemment, et vous me le disiez aussi, rendre hommage à tous ces disparus dans le cadre de la Covid, mais aussi malheureusement dans le cadre de ces incendies. Et puis aussi, j'aimerais avoir un peu à votre avis l'état actuel du pays, l'état actuel de certaines régions après notamment ces tragiques incendies. Oui, d'accord. Alors, commençons par le commencement. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances à toutes les victimes, les 160 victimes des incendies. Mon hommage très particulier au père de Majid Ben Ismaïl, le supplicié de l'Arba'ana Firaten. Que voulez-vous que je vous dise? Les incendies qui ont entamé pratiquement toute la forêt de Grande Kabylie et d'autres régions du pays, il faut rendre à César ce qui appartient à Jules César. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le facteur naturel. Il y a d'abord beaucoup de chaleur. Et quand il y a beaucoup de chaleur, évidemment, les incendies ont tendance à avoir des facilités pour se déclencher. Mais on reviendra, si vous voulez, après sur les tenants et les aboutissants, sur l'usage des canadaires ou l'usage des aéronefs. Moi, j'ai des avis qui sont un peu différents de la plupart de mes collègues parce que je ne pense pas que ce soit la panacée. Je l'ai écrit, je l'ai dit, donc... Très voilà. Bien. Merci Aziz Moatz, restez avec nous. Nous avons le plaisir de vous avoir tout au long de cette émission. Yahya Bounoir, bonsoir une nouvelle fois. Effectivement aussi peut-être un mot pour rendre hommage à ces victimes, à ce peuple aussi qui est dans la solidarité maintenant depuis plusieurs semaines dans le cadre de la Covid, mais aussi dans le cadre de ces incendies. C'est quelque part cette solidarité qui arrive aujourd'hui à subvenir aux besoins des Algériens et des Algériennes. Il n'y a que ça, il n'y a que la solidarité. Il y a eu un élan de solidarité exceptionnel, inouï, qui n'a jamais existé depuis l'indépendance.
qui a commencé avec la crise de l'oxygène, où les Algériens ont compris qu'il ne fallait rien attendre du régime, ni même de l'État qui a failli, et ils se sont pris en charge, ils se sont organisés, et de wilaya à wilaya, chacun envoyait de l'oxygène. La diaspora a joué un rôle très important dans l'élan de solidarité euh, lié à la crise et à la pénurie d'oxygène. Sur la crise et la pénurie d'oxygène, c'est greffé, alors qu'elle n'était pas terminée, se sont greffés les incendies ravageurs. Et là aussi, tout de suite, cette même solidarité qui avait agi dans le cadre de la crise de l'oxygène et de la Covid-19 s'est mise en route pour aider les régions les plus touchées. Et la wilaya de Tizi Ouzou était la région la plus touchée. On a vu des convois venir de toutes les wilayas pour aider la wilaya de Tizi Ouzou à faire face aux incendies, mais prendre en charge les victimes, les milliers de familles qui ont dû quitter leur village. Et sur ça, puis tout à coup, un crime horrible est arrivé, et depuis, on ne parle plus que de cela, on a oublié, alors que toute l'Algérie était concentrée sur l'élan de solidarité. Il n'y avait ni MAC, ni rien du tout, c'était un moment exceptionnel, et cet événement gravissime est arrivé. Heureusement que le père de la victime a éteint en grande partie l'incendie, sinon ça risquait d'aller très loin. Il faut lui rendre hommage à la victime bien sûr, mais un grand chapeau et un grand merci au père de la victime qui a arrêté la fitna, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà la situation dans laquelle on était, dans un moment magnifique de solidarité, et puis ce qui est arrivé est arrivé. Et on ne parle plus que de ça. Et maintenant, là, à l'instant, pendant qu'on vous parle, le Haut Conseil de sécurité des généraux de machin vient d'accuser, donc c'est plus un journal, c'est le Haut Conseil de sécurité qui accuse deux mouvements d'être à l'origine non seulement des incendies, mais également de l'assassinat de ce jeune, alors que tout ceci ne tient pas la route. Tout le monde a vu les vidéos, tout le monde a vu ce qui s'est passé. On a vu aussi ce qu'ils essaient de montrer avec la DGSN depuis quelques jours pour reprendre la main. Mais voilà, on est face à un régime. On viendra dans le détail justement par la suite autour de cette implication encore remis sur la table par les autorités politiques, notamment le MAC. Alors effectivement, vous faites bien de le souligner, mais c'est aussi dans l'actualité d'aujourd'hui que le Haut Comité de sécurité s'est réuni aujourd'hui après ces semaines terribles de Covid, d'incendie. Puis des questions se posent aussi. La question pourquoi impliquer notamment ces mouvements politiques, mais pourquoi le Haut Comité de sécurité ne s'est pas déjà réuni déjà la semaine dernière, puisqu'il y avait vraiment état d'urgence. Une autre question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas anticipé depuis plusieurs semaines, notamment ces feux, puisque l'Algérie est un grand pays où il y a énormément de végétaux, où il fait très très chaud aussi pour faire face donc à ces crises. Et pourquoi se réunit-il après les faits? Nos invités tenteront de répondre. Youssef Amar Kodja avec nous. Bienvenue à vous, militant politique. Vous êtes sur Paris. Peut-être aussi un mot de cette dernière quinzaine, cette Covid, ces incendies, ces vies gâchées, ces pertes et des dégâts lourds humainement. Je pense aussi vous êtes peiné, vous êtes en colère. Absolument. Je crois que nous tous, Algériennes et Algériens, nous sommes peinés par ces tragédies qui touchent le pays entier. Et nous sommes aspirés par les tragédies, et notamment la dernière, les incendies qui ont ravagé plusieurs régions du pays, du nord du pays et même du sud apparemment. Certaines oasis ont été touchées et principalement la Kabylie a payé un lourd tribut, comme vous l'avez mentionné. Donc je n'ai d'autres
d'autres mots que de présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes, pas seulement pour les incendies, mais aussi pour cet incendie, cette tragédie, nouvelle tragédie. On dirait que notre pays, sous ce régime, est condamné à vivre tragédie sur tragédie. Nous a fait oublier malheureusement celle que nous vivions il y a quelques jours de cela et que nous vivons toujours, la tragédie qui emporte des centaines de personnes chaque jour, celle du manque de l'oxygène est liée à la Covid-19. Donc, toutes nos condoléances, toutes mes condoléances personnellement aux victimes des incendies et de l'incompétence, voire de certains crimes de ce régime, notamment au sujet de la pénurie de l'oxygène et de la Covid. Youssef, oui, allez-y. Voilà, on est tous un peu abattus, mais comme disait votre invité, mon frère Noir, c'est que le père de Jamal, Allah yarhamou, nous a éteint un incendie qui allait brûler le pays tout entier. Et l'incendie de la haine et du racisme qui a été enraciné officiellement. Et si vous voulez, on en parlera un peu plus en détail de cet enracinement de la haine et du racisme. Très bien, restez avec nous. Je voudrais avec vous, en première partie, évoquer, avoir vos avis un peu sur ces feux, hein, leur départ. Il y a eu énormément de feux qui sont partis en même temps. Quelques heures après, le ministre de l'Intérieur, Kamel Benjoud, a annoncé tout de suite que ce sont des feux criminels. Alors aussi, la question qui s'est posée, comment arrive-t-il vraiment à tout de suite définir et à donner un état des lieux en parlant de feux criminels alors qu'il n'y a pas eu de spécialistes, pas d'enquête sur place, etc. Donc c'est aussi une question qui s'est posée. Vous l'avez souhaité aussi, notamment sur les réseaux sociaux, de revisionner cette vidéo, notamment où ces feux partent simultanément. Je vais demander à Abdellah en régie de nous diffuser cette vidéo une nouvelle fois et puis on essaye de comprendre avec nos invités comment autant de feux ont pu partir simultanément en Algérie, notamment lundi et mardi dernier. Voilà, sur cette vidéo, a priori, c'est du côté de Béjaïa. Vous allez voir un peu ces départs de feu, en tout cas avec ces images de fumée. Et on voit ici vraiment le dispositif, c'est assez scénarisé puisqu'on peut remarquer, alors je le disais bien évidemment, on n'est pas allé, on n'est pas sur place, mais voilà, c'est vraiment à l'intérieur, hein, vraiment à l'intérieur des montagnes et on a comme ça des départs de feu qui sont disposés à quelques mètres les uns des autres avec un arc de cercle assez particulier qui suscite aussi question. Et vous allez voir ici, voilà, d'un coup, un embrasement, comme si, c'est beaucoup de questions et des images aussi qui ont tourné sur les réseaux sociaux, comme si on avait utilisé comme ça peut-être de la flammate ou du matériel qu'on utilise notamment pour faire partir un feu le plus rapidement possible, notamment lorsqu'on se réunit autour d'un barbecue. Aziz Moatz avec nous. Je voudrais bien évidemment vous poser on va essayer avec vous aussi de comprendre quel regard, quel sentiment vous avez eu. Le ministre de l'Intérieur a annoncé des feux criminels. Il y a eu plusieurs feux, comme je le disais, qui sont partis en même temps. Alors, selon un peu les spécialistes, on sait qu'en gros 10 à 15% par expérience de feux qui partent notamment sur des critères notamment naturels liés à la chaleur. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Algérie, il y a aussi un gros travail à faire autour de l'environnement puisque ça nous arrive de jeter des bouteilles, de laisser parfois peut-être des mégots allumés. Ça peut arriver comme en France et un peu partout en Europe. Mais voilà, je voudrais avoir votre vision, Aziz Moatz, quand vous avez vu tous ces feux partir, notamment simultanément.
Quelle réaction vous avez eue et quelle analyse vous faites? Je voudrais rebondir sur le terme de simultanément. La simultanéité, est-ce qu'elle est mesurée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chronomètre en main pour parler de simultanéité? Moi, j'ai été, dans ma jeunesse, quand j'avais 20 ans, confronté à beaucoup d'incendies, puisque, comme chacun sait, je suis du Nord constantinois. Donc, je viens du massif de Polo. Depuis la guerre de libération jusqu'à ces derniers jours, il y a toujours eu des départs de feu. Nous avons été sollicités. J'ai participé moi-même. Je peux vous assurer que quand un feu a pris et quand il y a une dynamique, c'est trop tard, vous ne pouvez plus. Surtout parce qu'il provoque lui-même du vent et puis il y a des flamèches qui s'envolent, qui sont emportées par le tourbillon alors vous avez éteint ici et vous avez un départ de feu à 2 km, 3 km, 4 km, à 500 mètres. Est-ce que le ministre de l'Intérieur avait des informations précises? Je l'espère pour lui. Mais on ne peut pas, comme ça, de but en blanc, dire qu'il y a eu des départs criminels si on n'a pas les preuves. J'imagine que le pays est suffisamment surveillé pour qu'on a parlé des images de l'agence spatiale algérienne. Moi, je veux bien croire, mais je veux rappeler que la dynamique du feu est une dynamique extraordinaire qu'aucun homme n'a pu maîtriser. Ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas si je suis en train de dépenser le sujet, c'est une autre approche de la forêt, de la gestion de la forêt, de la gestion du feu, et surtout pour la Kabylie, parce que c'est quand même un cas très spécial. Et des moyens, je vous suis totalement, mais des moyens aussi mis en place tout de même. Ça fait des années que les autorités avaient annoncé il y a quelques années vouloir acquérir des Canadair. Ensuite, la question se posait, est-ce qu'on en a réellement besoin? Alors, effectivement, je vous rejoins, la gestion de la forêt, de l'environnement, etc. Mais aussi des moyens, Aziz Moatz. Il n'y a pas de Canadair. Ça peut paraître simpliste comme question. Il n'y a pas de Canadair dans un pays où il fait très chaud, dans un pays où, je le disais tout à l'heure, il y a encore une pédagogie à faire, un travail à faire autour notamment des déchets, des bouteilles, des mégots lorsqu'on a fumé une cigarette, par exemple. C'est quand même important qu'il y ait peut-être au moins un ou deux Canadair en Algérie. Le Canadair, je vais encore choquer quelques-uns, mais je suis désolé. Moi, je suis agronome de formation, j'ai formé des forestiers. Je prétends connaître un peu la forêt. Les Canadair ne servent strictement à rien. Je vous donne le contre-exemple de la Californie. Ça fait 6 mois que les incendies sont en Californie. On voit bien qu'il y a une flotte d'avions qui n'arrête pas de tourner, mais les dégâts sont là. La Turquie, ils ont mis 8 jours. En Grèce, ils ont mis 8 jours. En France, ça fait 3 jours. Les Canadair, quant à la France, elle doit avoir une vingtaine de Canadair. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a 4000 hectares qui viennent de cramer. J'entendais les informations. Oui, sauf que ce matin... Forme de gestion. Oui, c'est intéressant vos propos parce que c'est bien, vous dites les choses. Sauf que ce matin, dans le Var, par exemple, il y a 10 000 personnes qui ont été évacuées avec un dispositif, un encadrement avec les pompiers qui ont été logés tout de suite. Et puis, je veux dire, il y a très peu de blessés. C'est intéressant ce que vous dites, que les Canadair servent à rien, mais est-ce que d'avoir un ou deux Canadair aussi, ça ne peut pas permettre de soulager d'abord? C'est un plus, et ça, je termine juste là-dessus, et ça permet d'apaiser aussi un peu les esprits, peut-être de créer moins de panique. Est-ce que d'en avoir, c'est négatif, j'ai envie de vous dire? C'est bien peut-être d'en avoir un ou deux tout de même. Très franchement, je vous remercie pour la question parce qu'elle est centrale à mon avis. Si vous voulez lutter contre les incendies, il faut absolument, impérativement, intéresser la population et intéresser les gens qui habitent à la lisière des forêts ou à l'intérieur des forêts. Il faut qu'ils considèrent que c'est leur bien, c'est leur forêt. Ce qui s'est passé, l'urbanisation de la Kabylie, malheureusement, elle s'est faite en fonction justement des terrains, parce que le terrain est accidenté, parce qu'il y a de l'indivision, parce qu'il y a des lopins de terre et chacun a construit. Il faut dire aussi ça, on a construit très mal, on n'a pas prévu qu'il y ait un jour comme ça des incendies naturels ou criminels. On n'a rien fait pour ça.
Il faut réagir tout de suite, il faut réagir tout de suite. Alors, qui doit réagir? Qui doit réagir, Aziz Moatz? Est-ce que ce ne sont pas, à un moment donné, les autorités dans ce pays de mettre en place des moyens? On a vu un peuple algérien, une diaspora, je veux dire, s'exciter dans tous les sens pour essayer de trouver une bouteille d'oxygène. On a vu ces dernières semaines un peuple qui essaye d'éteindre des feux avec une pelle. Enfin, est-ce que, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il ne manque pas aujourd'hui des moyens en Algérie? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une irresponsabilité ou un manque d'implication des autorités? En tout cas, il y a un large sous-encadrement au niveau des forêts et au niveau du tapis végétal, parce que la population a été, surtout en ce qui concerne la Kabylie, je rappelle quand même que depuis 2002, avec la mort de feu Grmah Senissa, paix à son âme, on a demandé et obtenu le départ des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. Donc il y a eu une absence d'État. Et cette absence d'État, on va le vérifier, mais moi je fais confiance aux sociologues et aux anthropologues, la conséquence, c'est que voilà, on trouve maintenant une population qui est laissée à elle-même, même les partis politiques, il faut peut-être les impliquer aussi. Où sont les partis politiques? Est-ce que les partis politiques font un encadrement de proximité? Est-ce qu'ils ont des gens? Est-ce qu'il y a ce travail? La preuve, c'est que quand la population s'est sentie toute seule, on a vu des images, il y a des vieilles femmes qui essayaient de secourir, des militaires qui essayaient de secourir, mais c'est largement insuffisant. Quand on a cette forêt-là, quand on a cette densité de population, je suis désolé, on a été défaillant. Moi, je le dis, je le répète, on a été défaillant dans l'organisation. Mais quand vous dites « on a été défaillant », c'est le peuple qui n'a pas su se débrouiller seul, ce sont les autorités qui sont absentes. Quand vous dites « on n'a pas été ». Dans un État, cher ami, dans un État, on est ensemble. Moi, je me considère, même si je suis à la retraite et j'étais fonctionnaire et j'étais enseignant, je considère que nous tous, nous faisons partie de l'État. L'État, c'est pas quelque chose d'irréel ou qui n'existe pas. Enfin, le politique qui se présente quand même aux élections pour anticiper et puis protéger son peuple, notamment les personnes qui entre autres, ont voté pour lui, mais pas que. Le politique, il s'engage tout de même. Il est là, il a des responsabilités. Justement, il est là pour mettre en place et gérer ces crises, notamment. Alors là, moi, vous allez exactement dans le sens que j'ai toujours défendu. Il faut participer aux élections. Quand on leur demande d'aller aux élections, de choisir, même au niveau d'une commune, d'un petit douar, les gens refusent d'aller proposer des gens de chez eux. Qu'est-ce qui interdisait au Arouch? Qu'est-ce qui interdisait au Hirak? Qu'est-ce qui interdisait aux associations de présenter des jeunes dynamiques qui soient l'émanation de leur choix? Pourquoi on a voté à 1% ou 2% en Kabylie? Mais parce que, bon, c'est pour ça que c'est toujours bien de vous avoir, mais vous savez très bien pourquoi les Algériens et les Algériennes ne se présentent plus. Vous savez très bien, on a entendu le chef de l'État le 12 juin dernier en disant, il l'a dit lui-même, le président, il a dit clairement, moi, l'abstention, ça ne... Peu importe. Donc on sait très bien aujourd'hui, on ne va pas se le cacher en Algérie, c'est que si les partis se retirent, si les candidats du peuple n'y vont pas, c'est qu'ils savent très bien que ça... quelque part, en tout cas depuis des décennies, ça ne bouge pas. Enfin, il y a un manque de confiance envers la politique. Vous pouvez réagir là-dessus, mais malheureusement, ce n'est pas la thématique de ce soir. Très bien. Je vous retrouve tout à l'heure, Aziz Moatz. Merci en tout cas pour ces réactions. Bon, Yahya Bounoir avec nous, bonsoir. Yahya Bounoir, pareil, quand vous avez vu ces feux, alors c'est vrai que la simultanéité, bon, c'est très précis, il faut que ça parte en même temps au degré précis. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment donné, plusieurs endroits se sont embrasés, alors peut-être à quelques minutes, mais en tout cas, le peuple, rapidement, dans plusieurs villages, plusieurs wilayas, se sont dit, mais d'un coup, ça brûle. Voilà, votre analyse, réaction, Yahya Bounoir, sur ce qu'a vécu le peuple. Et puis, je vous laisse aussi là-dessus les moyens. Est-ce que c'est... L'État, c'est tout le monde. Est-ce qu'à un moment donné, l'État, les autorités doivent mettre des moyens pour la crise, pour les feux chaque année, ou est-ce que c'est au peuple, j'ai envie de vous dire, de se débrouiller seul? Et puis votre réaction, est-ce que vraiment les Canadaires servent à rien réellement?
Sur la partie feux de forêt, comment on démarre les feux, comment on les gère, comment on gère les forêts, je ne suis pas un expert. Et donc, vous avez vu comme moi les feux. Je peux avoir mon avis, mais c'est l'avis d'un profane. Et je ne vais pas aller faire une analyse alors que je ne suis pas expert là-dedans. Il y en a qui disent que les feux se nourrissent eux-mêmes. J'en sais rien. Les images sont suspectes, au minimum bizarres, où on voit comme ça des départs de feu alignés. Hein, il y a une géométrie. Mais je n'irai pas plus là-dedans puisque c'est des choses que je ne maîtrise pas. Par contre, les Canadaires, oui, bien sûr, il faut en avoir. Là où il y a la mer, notamment sur les côtes. On l'a vu à Béjaïa. C'est utile, là où les Canadaires. La montagne est proche de la mer, ou des plans d'eau, ou des lacs, ou même des barrages. Bien sûr que les Canadaires sont utiles. Et tous les pays européens qui en ont, ce n'est pas des idiots, ils ne les ont pas achetés pour rien. Ensuite, on en revient au rôle de l'État. Ben c'est l'État. C'est-à-dire dans les pays démocratiques, les citoyens ils payent des impôts pour que l'État s'occupe de ces choses. Sinon, on n'a pas besoin d'État. Si on doit faire les choses nous-mêmes, comme on l'a fait l'élan de solidarité pour trouver de l'oxygène, c'est parce que l'État a failli, comme les gens qui se sont mobilisés par dizaines de milliers pour aller aider à éteindre les feux, notamment à Tizi Ouzou. C'est une fonction de l'État. Si les gens y ont été, c'est que l'État a failli, et ainsi de suite. Donc on a un État construit par ce régime qui n'est pas aux normes, qui ne remplit pas ses missions, à part les missions de répression, ça il sait faire, les missions de propagande, ça il sait faire, mais des missions de protéger la population, de soigner la population, il ne sait pas faire en dehors de l'oxygène. Aujourd'hui, les hôpitaux, il y a des malades dans les hôpitaux qui demandent à leur famille de leur trouver des pansements, des pommades, parce qu'il n'y en a pas dans les hôpitaux. On se demande à quoi sert le budget du ministère de la Santé. Et je vais quand même dire un mot à propos de ce qu'a dit votre invité. Pourquoi les gens ne participent pas aux élections? On ne participe pas aux élections dans un régime militaire. Ce sont les militaires qui dirigent, à quoi ça sert de voter. C'est eux qui ont installé le président, c'est eux qui choisissent tout le reste, c'est eux qui trafiquent. On votera quand il y aura un système démocratique. Vous ne pouvez pas dire aux gens, venez voter, mais au final, ce sont les militaires qui dirigent. C'est pas possible. Et on ne peut pas faire abstraction de cette réalité, faire comme si elle n'existait pas. Nous sommes dans un régime militaire depuis l'indépendance. Les gens n'iront pas voter. Ils ont été votés une fois, ça s'est terminé en guerre civile, et ils ont voté pour moi pour le mauvais. Mais enfin, ça s'est terminé en guerre civile, et aujourd'hui, ils empêchent. Accepter qu'un Karim Tabou soit candidat, accepter qu'un Bouchechi soit candidat, ils l'accepteront jamais. Ils l'accepteront jamais, parce qu'il va les battre. Et bien sûr qu'ils n'accepteront pas. Ils ont, même dans leur élection à la passée, ils ont rejeté 99% des hirakistes inconnus, des hirakistes de terrain, qui voulaient quand même y aller. Ils ont rejeté leur candidature pour ne laisser que des guignols. Donc on ne peut pas dire aux gens pourquoi vous ne venez pas voter pour des guignols imposés par les militaires. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand on veut appeler les gens, inciter les gens à aller voter, c'est que leur voix va être entendue et ils vont voter pour qui ils veulent, pour leur candidat. Si vous empêchez leur candidat d'être candidat, si vous trafiquez leur voix, eh bien ils n'iront pas voter. C'est comme ça chez nous et ça s'est passé comme ça partout dans le monde jusqu'à ce que les gens, quand ils ont confiance, ils ont compris qu'ils peuvent voter pour qui ils veulent, à ce moment-là, ils iront voter. Pour l'instant, nous sommes dans un régime militaire. Il ne sert absolument à rien d'aller voter. Voilà, je sors du sujet, mais c'était pour répondre à Aziz Moued. Non, non, chacun, au contraire, chacun peut s'exprimer. Hein. Vous avez la parole et encore une fois, merci pour votre présence. Youssef Amar Kodja, je reviens vers vous dans quelques instants. On a Maître Zoubida Assou, le président de l'UCP, qui est avec nous. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Chaban. Merci pour l'invitation et bonsoir à vos invités, à tous les téléspectateurs de Magharibia. C'est moi qui vous remercie pour votre présence. Première question, à chaque fois je le dis, vous êtes avocate, vous êtes présidente de l'UCP, mais avant tout vous êtes citoyenne.
actuellement, dans quel état est le pays? Il y a la Covid, il y a les incendies. C'est un peuple qui, à chaque fois, doit anticiper, être solidaire, subvenir à ses besoins et arrêter son quotidien, parce qu'on sait très bien que lorsqu'un peuple doit vraiment faire face à des crises au quotidien, eh bien, il ne vit plus normalement, comme certains peuples, notamment en Occident. La situation au pays à l'heure actuelle, Zoubida Assoul? Vous savez, c'est une situation de crise. Comme son nom l'indique, c'est une crise multidimensionnelle. Il y a évidemment la crise de la pandémie qui a été mal gérée depuis le départ. Et maintenant, on voit bien les conséquences, et aussi pas uniquement les conséquences sur le plan de la santé des citoyens et citoyennes, mais aussi sur la gestion des autres malades, d'autres maladies chroniques qui souffrent et qui attendent justement une bonne prise en charge. On vient malheureusement de vivre une autre catastrophe des incendies qui a touché plusieurs wilayas dans le pays. Plus de 14 wilayas ont été touchés, mais la wilaya qui a été le plus touchée, bien évidemment, c'est la wilaya de Tizi Ouzou, parce qu'il y a eu mort d'homme, comme on dit. Donc, il y a eu des êtres humains qui ont perdu la vie. C'est ça qui a rendu les choses encore plus compliquées. Bien évidemment, les Algériens ne voient pas le bout du tunnel. En fait, crise sur crise, aujourd'hui, on voit bien que le système est à bout de souffle, que ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas prendre en charge les problématiques ou les attentes des citoyens qui sont multiples sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la santé, de l'éducation, de l'aménagement du territoire, de l'habitat, si c'est tout, de l'administration. En fait, c'est une crise vraiment où on se rend compte que ce système devient vraiment obsolète, qu'il n'est pas efficace, qu'il ne peut pas répondre justement aux attentes des citoyens. Et les citoyens attendent, comme tous les citoyens du monde, de leurs dirigeants de prendre des décisions et non pas de les gargariser avec des discours, avec des effets d'annonce. Quand vous voyez ce que nous avons vécu en termes d'incendie, ça a commencé le mois de juillet déjà à Khenchla, quand une forêt énorme et des arbres fruitiers ont été complètement dévastés. Quand vous voyez que les moyens de la protection civile sont des moyens vraiment désuets, quand vous voyez que les éléments de la protection civile n'ont pas les moyens de faire des formations continues pour s'adapter justement aux nouvelles crises, comment les gérer, etc. Donc c'est tout ça, toute cette gestion qui aujourd'hui remonte à la surface, parce que nous, ça fait des années qu'on le dit, en tout cas moi en tant que présidente de l'UCP, depuis 2012, je n'ai pas cessé de répéter que ce mode de gouvernance va nous emmener à la catastrophe, que l'hypercentralisme de décision va complètement bloquer le pays. Et aujourd'hui, on est réellement dans le blocage. Gouverner, c'est prévoir. Quand on sait que l'Algérie est un pays qui est justement potentiellement peut subir des incendies et que les gouvernements successifs, les pouvoirs successifs, et notamment depuis les 20 dernières années, parce que nous avons eu beaucoup d'argent, l'Algérie a eu beaucoup d'argent, mais malheureusement cet argent n'a pas été utilisé à bon escient pour l'intérêt des Algériens. On n'a même pas été capable de se doter de Canadair ou d'avions pour lutter contre les forêts, les feux de forêt, comme ce qui se passe ailleurs dans tous les pays de la Méditerranée. Zoubida Assoul, ça fait des années que nous subissons cela. Mais pardon, moi personnellement, je me suis déplacée, et les militants de l'UCP qui ont fait 3 opérations de dents sur les lieux dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le vendredi 13, je me suis déplacée moi-même à l'Erbana Firat, à l'établissement public hospitalier pour venir avec nos moyens modestement et carrément voir de visu ce qui se passe sur des lieux, tellement le désastre est énorme sur le plan de l'environnement, sur le plan des forêts, sur le plan des vies humaines, des habitations des gens, de leurs ressources économiques, etc.
Donc, franchement, j'ai vu ça de près. Et en même temps, quand vous voyez que tout cela a été couronné par la suite par un assassinat vraiment très, très sauvage, qui est en totale contradiction avec, disons, des principes des droits humains, de civilisationnels. Et c'est un crime crapuleux. Et donc, hier aussi, j'ai été visiter la famille du feu Jamel Ben Smaïl pour présenter d'abord les condoléances et la compassion avec cette famille, mais aussi d'écouter un peu les gens, comment ils voient les choses, comment ils vivent cette catastrophe et toutes les catastrophes que nous vivons dans notre pays. Zoubida Assoul, je fais appel à la juriste, l'avocate que vous êtes. Dans un premier temps, comment vous réagissez lorsqu'on met des suspects, la Ligue algérienne des droits de l'homme, et puis vous aussi d'ailleurs vous êtes exprimé, on prend des suspects et puis on les met comme ça devant les caméras, conférences de presse, où est la présomption d'innocence, l'instruction judiciaire, les secrets de l'enquête. Vous qui êtes avocate, vous comprenez, enfin je connais un peu la réponse je pense, mais vous comprenez un peu ce procédé unique d'ailleurs, parce que c'est rare en général, ce sont des suspects qui sont protégés, qui sont entendus. Vous savez, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est qu'on aurait pu communiquer autrement, mais plus efficacement. Parce que informer l'opinion publique, c'est le devoir des gouvernants d'informer l'opinion publique sur ce qui se fait dans cette affaire-là, ce qui se passe. C'est le droit du citoyen d'être informé. Mais il y a toujours un mais, d'abord en droit et devoir, mais surtout en droit des prévenus, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le secret de l'information. L'information est censée être secrète jusqu'à ce que les prévenus soient présentés devant la justice et qu'il y ait un procès équitable. Maintenant, le pouvoir, comme il est incapable d'avoir une politique communicationnelle avec les Algériens, il est plutôt dans le show et dans vraiment les violations les plus manifestes des procédures du Code de procédure pénale. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'à l'étape de l'enquête préliminaire. Et l'enquête préliminaire, elle est censée, ne serait-ce que pour la bonne conduite de l'instruction et de l'enquête elle-même, on ne doit pas tout divulguer. Parce que s'il y a des ramifications, s'il y a des gens, s'il y a des gens qui sont impliqués à d'autres niveaux, ce n'est pas le moment de donner des informations. Alors pourquoi de telles méthodes? D'abord le secret, la bonne conduite de l'information, mais aussi peut-être de protéger même les prévenus, qui sont pour l'instant, ils sont en garde à vue pour l'enquête. Zoubida Assoul, excusez-moi, justement, pourquoi alors de telles méthodes, puisque la justice en Algérie pourrait appliquer ces règles qu'on retrouve effectivement dans tout pays, dans certains pays notamment dits démocratiques. Pourquoi de telles méthodes, encore une fois, comme on a pu le voir d'ailleurs, notamment sur d'autres affaires? Quel est l'objectif comme ça de déballer en grande pompe des enquêtes sur cette affaire? Pour moi, c'est de la diversion, c'est jeter la poudre aux yeux, mais aussi c'est beaucoup d'incompétence. Vous savez, normalement, ce n'est pas à l'officier de police judiciaire ou directeur de police judiciaire de faire justement ce type de conférence de presse. C'est au procureur de la République, c'est au procureur général de faire ce type de conférence de presse parce que le procureur général, il connaît ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. En tout cas, il est censé connaître ce qu'il peut dire, ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Mais voyez-vous, on est toujours dans l'improvisation, on est toujours dans le matu-vu, on est toujours dans la diversion, parce que l'opinion publique est avide de comprendre de ce qui se passe, de savoir ce qui se passe. Alors,
voilà. Et je pense que pour le pouvoir, il est dans une logique qui est soi-disant pour parer à la manipulation et à la, disons, à l'explication hâtive qui n'est pas objective, qui n'est pas basée sur des éléments objectifs. Alors, et ils ont utilisé cette méthode, mais cette méthode n'est pas la bonne à mon sens, parce que demain, ça peut discréditer, ça peut même causer des défaillances dans la continuité de cette instruction. Je vais essayer d'être rapide dans ma dernière question avant de vous libérer. Encore une fois, on ressort parfois le mouvement Rachad, parfois indirectement le Maroc. Ici, encore une fois, après l'affaire Dahdah du mois de mars dernier, c'est à nouveau le MAC. On connaît le MAC, mouvement politique, depuis quelques années, qui a toujours fait preuve de pacifisme. Quel est l'objectif, encore une fois, peut-être, c'est une question, est-ce que ces suspects ne sont pas instrumentalisés, dirigés, mais pourquoi, encore une fois, on retrouve le MAC sur la table, sachant que le communiqué de la DGSN, vous le savez, donc apparemment c'est 61 personnes au total impliquées à différents degrés, je cite leurs propos, ont été donc arrêtées. La police affirme que le meurtre est la conclusion d'un complot qui offre d'un réseau classé organisation terroristes. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, les autorités ont classé notamment le MAC d'organisation terroriste. Qu'est-ce qu'il y a encore une fois derrière ces mouvements qui sont impliqués dans cette affaire notamment, selon vous? Non, je pense que c'est déjà, franchement, mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas arriver à des conclusions avant d'abord la fin de l'enquête. Il faudrait que l'enquête soit menée jusqu'au bout, jusqu'à terme. Ensuite, transmettre le dossier à la justice, qui, elle aussi, la justice pourrait faire sa propre enquête et ses propres investigations. Moi, je pense que c'est vraiment devancer d'abord la justice et annoncer des choses pareilles avant que la justice ne dise son mot. C'est presque peut-être un esprit d'orientation de la justice envers une position donnée. Mais à mon avis, c'est vraiment pas comme ça que la justice devrait être menée. La justice doit, dans tous les cas, et quelle que soit la gravité d'un crime ou quel que soit son côté le plus crapuleux, le plus sombre, il faudrait que la justice travaille dans la sérénité. Il faudrait que la justice travaille dans la tranquillité, sans être parasitée par des politiques ou par des positions de part ou d'autre. Et c'est à la justice, à la fin, de dire qui a été le commanditaire de ce crime, qui a été l'exécuteur de ce crime, qui a été le complice de ce crime. Mais pas avant, pas avant. Moi qui suis juriste, ancien magistrat, avocate, je ne peux pas imaginer la justice de mon pays vraiment travailler dans la sérénité avec des orientations et un cafouillage comme ça au départ d'une affaire et de son instruction. Zoubida Assoul, merci d'avoir été avec nous, présidente de l'UCP, ancienne magistrate, avocate. Merci Zoubida Assoul, on vous souhaite une bonne fin de journée. Youssef Amar Kodja, je reviens vers vous car c'est à votre tour. Quelle analyse vous faites de cette affaire maintenant qui, les médias en parlent tous les jours, on a à nouveau le MAC qui est remis sur la table, on a ces suspects qui sont à nouvelle fois entendus, comme je le disais, devant les médias. C'est quoi, selon vous, qu'est-ce qu'il y a derrière la façon dont est menée en tout cas et comment cette affaire? Si vous me permettez, M. Rassi, je reviens sur des propos qui m'ont vraiment déçu et qui ont été tenus là par M. Aziz Mouad. Le fait de dire qu'il y a un État, alors que tout le monde sait qu'en Algérie, ce n'est pas un État d'avant, c'est une clique de mafieux, des clans de mafieux qui se disputent les mannes et les richesses de ce pays et qui répriment le peuple depuis 1962. Donc on ne peut pas parler d'État. On ne peut pas parler d'État. Ensuite, peut-être même qu'il essaie
de dédouaner ce qu'il appelle l'État en mettant la responsabilité sur les populations et devant tout le peuple algérien, tenir ses propos, c'est un dénigrement et de la réalité et du peuple même. Donc, sur ce propos, disons que refuser d'aller voter, d'aller au vote, c'est donc j'ai bien écouté, sur la responsabilité des incendies, il a bien insinué que la responsabilité revient totalement au peuple, en disant aux populations, en disant que refuser d'aller voter, voilà ce qui arrive. C'est que, voilà, si vous refusez de vous présenter aux élections, qui sont par tradition sous ce régime, qui ont été toutes frauduleuses et qui ont été jouées d'avance. Donc, on ne peut pas participer aux différentes mascarades de ce qu'il appelle un État, de ce que j'appellerais le statu quo éclat des généraux. Donc, le vote n'est qu'une opération de ravalement de façade vis-à-vis de l'étranger pour justifier le maintien de cette mafia au pouvoir. Alors, quand on revient au peuple, l'État, si on était vraiment dans un État qui se respecte, si on était vraiment dans un État qui aurait multiplié et diversifié les techniques de lutte contre les incendies, ayant vu et ayant l'expérience, ayant même vécu au pays des incendies en Kabylie, je suis moi-même originaire de cette région d'Algérie, les incendies qui ont ravagé cette fois-ci la Kabylie ont quand même tout de même emporté plus de 160 victimes. Cela n'est jamais arrivé auparavant en Algérie. Donc, ces incendies, les simples citoyens qui prennent des témoignages en direct en vous envoyant des vidéos et en les remerciant, aussi ces personnes, ces citoyens et citoyennes qui sont voilà, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté, c'est d'envoyer des témoignages en direct. Ils ont le droit, même comme non-connaisseurs des techniques d'incendie ou de secours, le citoyen et la citoyenne a le droit de témoigner et de se poser surtout des questions sur les responsabilités. Et c'est de là qu'on peut commencer à poser les bonnes questions, notamment vous qui êtes journaliste, et c'est tout à fait de votre droit de vous poser ce genre de questions et de relayer des questions que des milliers d'Algériens se posent en ce moment. Comment se fait-il que des fumerolles se déclenchent à quelques secondes près sur tout un pan de forêt? Moi-même, en tant que citoyen, j'ai le droit de me poser cette question. Et c'est aux spécialistes de nous répondre. Et surtout, Youssef Amarkodja, on a à vos côtés justement ces images de solidarité. On parlait tout à l'heure, Aziz Mouadj va réagir derrière, mais c'est vrai qu'on parlait des feux notamment qu'il y a en Occident comme dans le Var, dans le sud de la France. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu en France le peuple sortir des tuyaux, des pelles, des branches d'arbres, etc. On ne voit pas ça dans certains pays. Quand vous voyez, Youssef Amarkodja, effectivement cet élan de solidarité qui ne devrait pas exister comme il le fait maintenant depuis plusieurs années dans le cadre de crise, c'est bien d'avoir une solidarité, mais ne pas avoir que ça. Elle est là, cette solidarité. Comment vous la voyez justement? Est-ce que ce peuple devrait, à un moment donné, avoir des moyens, avoir un soutien de l'État? Seulement, si c'était un État, donc on n'aurait pas besoin d'une solidarité, de rappeler toutes les wilayas du pays pour aller sauver une ou deux wilayas. C'est bien là le travail de l'État. Comme disait Maître Assoul, c'est gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des Sukhoi à 50 millions d'euros, de dollars, au lieu de s'armer pour une armée, pour un matériel qui ne sert absolument à rien,
au lieu d'avoir 30% du budget de l'État qui va dans la ferraille de l'armée et qui ne sert jamais à rien, il suffirait de faire un budget, d'aller par exemple bien équiper nos frères, nos concitoyens pompiers, ceux dont la responsabilité et le travail, les professionnels, au lieu d'envoyer la population et voire même les militaires qui n'ont absolument rien à voir dans la lutte anti-incendie. Donc, le fait d'avoir démissionné et d'avoir laissé à l'abandon un secteur aussi important que la lutte contre le feu de forêt et je rappellerai aussi la lutte contre les séismes, c'est-à-dire au moins se prémunir et vérifier les normes. C'est vrai que... Ouais. C'est vrai qu'en 2000... Ouais. Restez avec nous, hein, Youssef Ammar Kodja. Je vais revenir avec vous sur la question que je vous ai posée. C'est vrai qu'aussi, dans le cadre du séisme de Boum Erdès il y a quelques années, le peuple aussi, encore une fois, a dû subvenir à ses besoins. Et même dans le cadre de la Covid, il y a quelques mois, les villages ont dû vraiment fermer eux-mêmes certaines wilayas aux quatre coins du pays, nettoyer, désinfecter, etc. Aziz Mouad, je reviens vers vous dans quelques instants. Derrière ces feux, il y a tout de même de l'espoir, car il y a ces vies, on n'en parlera jamais assez, des familles meurtries, mais il y a aussi la faune, les animaux, il y a aussi la flore. On va visionner ces deux vidéos notamment, où on voit ici quand même de l'espoir, où les personnes ont envie dès maintenant de retrouver leur végétation. كلمتات يا وانت قبيليين كلمتات سنتا بوس كلمتات خدمت كلمتات عيونات عندنا رجلي عندنا اسير مرمولاوان عندنا اين دجن الزوده في الرقم اين الا ندا جديد الى قصيد نحيون الى قص نخدم تموت حوت الخدمه كلمتات قبيليين ما نعرفش نفوت عاد تصدق ياك ما كاتبني السفرين هكا عامان ان شاء الله هذا عامين الجزائر حذرت ها Si vous venez nous rejoindre sur El Mararabia, nouveau numéro de Microscoop, avec nous entre autres Aziz Mouad. Rebonsoir Aziz Mouad, merci de rester avec nous. Alors vous avez été interpellé à plusieurs reprises, vous pouvez réagir si vous le souhaitez. Et puis je voudrais aussi avoir un peu votre avis encore une fois. Comment rapidement ces suspects sont été arrêtés. Vous rendiez hommage tout à l'heure au papa du jeune Jamel Ben Smaïn, paix à son âme, qui lui a dit aussi que son fils ne conduisait pas, qu'il avait été aussi, l'assassinat a eu lieu aussi devant le commissariat et c'est des questions qui se posent. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention ? Et puis, selon vous, comment est orchestrée cette affaire? Les médias en parlent. C'est encore une fois le MAC qui revient dans cette affaire comme c'est déjà arrivé auparavant. Voilà, je vous donne un peu les axes, car comme je le dis tous les soirs, place aux invités. Aziz Mouad, est-ce que vous m'entendez? Oui, Aziz Mouad, vous m'entendez? Aziz Mouad, ça on va essayer de vous rappeler. Yahya Bounoir, je reviens donc vers vous. Écoutez, moi j'ai aussi envie d'avoir un peu votre avis. Je pense que vous avez entendu là un peu le lancement et les questions précédentes que je posais à Aziz Mouad. Voilà, encore une fois, c'est une affaire dont tous les médias parlent. Le MAC revient encore une fois et parfois c'est Rachad et parfois c'est aussi d'autres pays voisins comme le Maroc, une orchestration particulière, des visages librement diffusés, des mots, des propos, et puis on ne parle que de ça, alors que le quotidien des Algériens est toujours présent, la Covid, la solidarité, la rentrée scolaire, les haragas, la crise sociale, etc. J'aimerais vraiment avoir votre analyse sur la manière dont se déroule notamment cette affaire avec les éléments que je viens de vous évoquer, par exemple. Bien écoutez, pour faire simple,
il y a eu les incendies, il y a eu avant la crise de la pénurie d'oxygène, il y a eu les incendies, il y a eu un formidable élan de solidarité dans le pays. Puis il y a eu l'assassinat de Djamel, odieux, qui a stoppé, qui a freiné un peu cet élan. Pendant les semaines où les Algériens se prenaient en charge, l'État avait disparu, le régime avait disparu, Tebboune avait disparu, le gouvernement avait disparu. C'est les Algériens qui se prenaient en charge, c'est les Algériens qui se débrouillaient l'oxygène les uns les autres, et c'est les Algériens qui allaient éteindre les feux, et il n'y avait plus personne. Malheureusement, cette affaire est arrivée, et ben, ils sont aussi arrivés, ils sont réapparus, et après ils ont plongé sur l'affaire. À mon avis, ils ont, dans un premier temps, ils ont réussi à coller le MAC dans cette affaire, alors que pour moi, le MAC n'a rien à voir là-dedans. Puis, il y a 2 jours, ils ont vu que ça prenait un peu, qu'ils ont semé les graines de la division, les graines du racisme, et que ça prenait un peu. Ben, ils se sont dit, et pourquoi pas on rajoute Rachad? Ben, comment on rajoute Rachad? Ça fait 2 jours qu'ils font des réunions. Ça y est, on a impliqué le MAC. Il faudrait qu'on implique Rachad. Comment on fait? Voilà. Et puis, il y a un génie au milieu qui a dit, ben voilà, on va dire qu'ils se sont réunis à Paris et qu'ils ont décidé. Voilà, on est dans ça, on est face. Rappelez-vous. Mais l'objectif de faire toutes ces annonces, de donner des suspects, des hommes avant tout, des suspects comme ça en public, qu'on entende leurs réponses, c'est quoi? C'est pour informer le peuple, ou est-ce que c'est plus pour effrayer, créer des dérangements psychologiques, pour peut-être aussi freiner un peu les vrais problèmes, hein, puisqu'il y a aussi dissuader le peuple dans ses revendications, en tout cas, puisqu'il y a énormément de revendications. C'est quoi l'objectif? Alors, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'était on est là, on existe, puisque pendant des semaines, ils n'existaient plus, le peuple s'est pris en charge. Donc, je le répète, aussi bien pour l'oxygène que pour les incendies, il n'y avait plus ni État, ni pouvoir, ni Tebboune, ni gouvernement. Donc, on est là, alors que c'est des gens qui ont l'habitude, quand vous voulez organiser une partie de football entre des gamins de 8 ans, ils vous demandent, ils vous disent, venez, il faut qu'on vous signe, hein, ils ne vous laissent pas faire ce que vous voulez. Donc, il y a cet objectif, on est là, tout passe par nous. Il y a un deuxième objectif qui est casser, diviser le Hirak, sauf que le Hirak, c'est le cœur du peuple, c'est la majorité du peuple, et donc quand on veut casser et diviser le Hirak, ben on casse et on divise le peuple. Et le troisième objectif, il est intrinsèque à ce régime, c'est un régime militaire, mais c'est un régime de mukhabarat, qui ne savent faire que ça. Je vous rappelle que l'été dernier, au mois d'août dernier, comme maintenant, ils ont publié un faux communiqué de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Vous vous en rappelez? Et l'ONU a été obligée d'intervenir pour leur dire enlevez ce communiqué. Ils en ont fait propagande dans toutes les télés. Et aujourd'hui, c'est pareil. On tient un os, on a collé l'os au MAC, mais maintenant on va le coller à Rachad et on va dire que Rachad s'est réuni avec le MAC, ce qui est impossible. Tout le monde le sait. Le MAC est un parti, un mouvement séparatiste. Il le revendique. Rachad est plutôt un parti islamiste, donc c'est impossible. Mais on a désigné ces deux-là, c'est eux nos ennemis. On y rajoute le Maroc, parce que là, ça y est, je viens de voir le communiqué du Conseil de sécurité qui accuse le Maroc d'être derrière les incendies et derrière l'assassinat. Donc voilà, la boucle est bouclée. On a affaire à des clochards qui sont en train de clochardiser l'Algérie. Ces gens, ces généraux, imaginez le gars qui leur a trouvé, on va dire qu'ils se sont réunis à Paris, bravo, tu es un génie et on va te monter en grade. Voilà à qui on a affaire. On a affaire à ce genre de personnes qui n'ont honte de rien. Ils se sont attaqués à l'ONU, ils ont fait un dahdouh, un deuxième dahdouh kabyle, ensuite un dahdouh qui achète et qui vend des armes partout et qui les vend au MAC. Maintenant, ils rajoutent Rachad. Tout pour se maintenir. C'est-à-dire, c'est un pouvoir, je crois qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, c'est un pouvoir
qui travaille 24 heures sur 24 à diviser le peuple qui lui est uni. C'est un pouvoir où quand le Hirak, quand nous tous, on essaye d'élever le niveau, il le rabaisse. Racisme, zouef, et ainsi de suite. Voilà, on a affaire à des gens habillés en militaire, avec des étoiles par-ci, par-là, mais c'est des ignares. Certains disent c'est des voyous. Je ne suis pas loin de le penser, et certains sont des voyous. Quand vous racontez ces choses-là, est-ce que vous avez vu la première information diffusée par la télévision Nahar qui annonce une réunion de Rachad et Dumac, faut y croire, le 12 août pour assassiner Jamal, qui est mort le 11, qui était déjà mort la veille. Est-ce que vous voyez le niveau de ces gens-là? Malheureusement, ces gens dirigent le pays et ils le mènent droit au mur. Une information qui a été énormément critiquée et discréditée par les réseaux sociaux. Aziz Moatz, on a réussi à vous joindre à nouveau. Oui. Oui, c'est à vous, puisque c'était votre tour auparavant. J'aimerais, d'abord, vous avez été interpellé, vous pouvez réagir bien évidemment. Et puis j'aimerais aussi avoir votre avis un peu maintenant sur cette affaire. Donc c'est la disparition tragique que nous condamnons bien évidemment du jeune Jamal Ben Smaïn, mais juste derrière, rapidement, voilà, des suspects devant la télé, conférences de presse. On les entend publiquement. Sur les dernières heures, on a entendu ces personnes-là citer des noms, comme Lounes Samzi, militant du MAC, et puis le MAC, Farhat, encore une fois Mahni, le président. Encore une fois, le MAC, peut-être sur la forme, vous qui êtes auteur, journaliste, universitaire, déjà sur la forme, est-ce que selon vous, il est normal de déballer comme ça des suspects qui sont des hommes avant tout? Et puis, quelle analyse vous faites, encore une fois, de ces autorités politiques, du gouvernement, du président, un peu de la gestion de cette affaire et comment elle est proposée aussi, elle est imposée d'une certaine manière aux Algériens et aux Algériennes? Très bien. Alors, moi, je voudrais revenir dans le contexte. D'abord, rappeler que l'État, ce n'est pas le gouvernement et ce n'est pas le système. L'État, ce sont des institutions, et dans les institutions, il y a du monde, il y a des cadres, il y a des fonctionnaires, il y a des gardiens, il y a des standardistes. Donc, c'est ça l'État. La définition que donne mon collègue est tout à fait erronée. L'État, c'est une chose, le gouvernement, c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir. Y a-t-il des institutions en Algérie? Excusez-moi, la question elle est un peu directe parce qu'elle est très... C'est des choses qui reviennent et ça permet aussi d'avoir votre réponse. On peut dire ce qu'on veut des institutions. C'est pas moi, l'opposant politique, qui vais vous dire ça marche à la perfection. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des contraintes, il y a des incompétences, il y a des incohérences. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'État ou que l'État est inexistant ou que machin. C'est faux, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, ça me permet d'enclencher tout de suite pour dire deux choses qui sont, à mon avis, fondamentales. D'abord, depuis l'AVC de Bouteflika en 2013, l'Algérie est un bateau ivre. Il est parti sur un AVC, donc il ne pouvait plus diriger. C'est un groupe avec son frère et avec d'autres qui ont dirigé le pays. Ça nous a mené droit dans le mur. Et moi, je fais partie de ceux qui ont soutenu un candidat qui se trouve depuis 2 ans en prison. Parce qu'il a osé affronter ce système et affronter cette façon de gérer l'Algérie. Il voulait passer à une seconde république. Donc, il ne faut pas venir me faire un petit procès ou un procès comme ça à la sauvette. Deuxièmement, le fait que les gens ne se sont pas engagés. Il faut arrêter de me dire qu'il y a des militaires partout. Les militaires, c'est une armée. L'armée fait partie des institutions. C'est l'institution centrale. C'est tout. C'est clair. Aziz Moatz, vous parlez effectivement de l'AVC de l'ancien chef de l'État, mais on peut comprendre, si je ne me trompe pas, on n'a pas entendu Abdelaziz Bouteflika depuis le 8 mai 2012. Après, c'est son AVC. Il est resté donc président de la République jusqu'en 2000. Est-ce que on peut comprendre aussi qu'à un moment donné, ce peuple, il est plus confiance, puisqu'on est entre 2013 et 2020, il y a toujours le même chef de l'État qu'on n'entend pas. C'est ça aussi pourquoi les jeunes et les gens ne veulent plus voter en Algérie. Enfin, c'est un des éléments, parce que aller voter, c'est aussi avoir confiance
Au candidat. C'est juste, c'est juste. C'est très juste. Il faut avoir confiance. Mais la confiance, il faut aussi l'imposer à l'autre. On ne peut pas dire, moi je ne fais pas confiance, je ne monte pas sur le ring. Il faut le Si on convaincre propose un surtout, boxeur, le convaincre plutôt. non, 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 mais c'est pas le convaincre. Il faut aussi aller, il faut aussi aller à l'affrontement. L'affrontement démocratique, c'est par les urnes. C'est faire une campagne électorale. C'est aller de maison en maison. C'est aller de bar en bar. C'est aller de café en café. C'est aller d'université à université. Moi, je dis, je répète, et je le dis souvent, l'élite, en Algérie, l'élite, elle a failli. C'est une faillite de l'élite. Avant d'être une faillite du gouvernement qui, depuis 62, il gère comme il l'entend, l'élite en Algérie a failli parce que là, on se retrouve dans un grave problème. Et j'en arrive au vif du sujet. Le lynchage en public de 100 ou 150 personnes, spectateurs même, intéressés, c'est inimaginable. On est devenu la risée du monde. Et pourquoi ça s'est fait? Ça s'est fait parce qu'il n'y a pas du tout d'encadrement, parce qu'on a dit, on a besoin de personne, nous on va se débrouiller tout seul, nous on va faire. Ça n'est pas vrai, il faut s'organiser. Et pour s'organiser, il faut être convaincu et être convaincant. Si les partis politiques de Kabylie, justement, on en parle, ils n'ont même pas présenté des candidats. C'est-à-dire que demain, au moins quand ils avaient le FFS, il avait 20 ou 25 députés, il y en avait 2 ou 3 qui au moins prenaient la parole au niveau du Parlement. Mais Aziz Moat, excusez-moi, c'est intéressant de vous avoir, c'est pas spécialement la thématique ce soir, mais est-ce que vous comprenez ou pas que parfois c'est un candidat, on a vu Karim Tabou se faire arrêter pendant plusieurs mois, est-ce que vous convenez tout de même que c'est difficile, pas qu'en Algérie, parce qu'il y a d'autres pays dans le monde, mais en Algérie c'est difficile quand même de faire campagne, de s'exprimer sur les réseaux sociaux, de mettre des affiches, d'être contre aussi le chef de l'État, etc. On ne va pas se le cacher, c'est quand même difficile en Algérie. On ne peut pas dire que tout est bien dans le meilleur des mondes, comme disait Candide. C'est difficile quand même ou alors c'est facile, expliquez-moi comment. Non, c'est pas facile. Ça n'est pas facile. Mon candidat est celui que je soutiens, qui est un ami. Il est en prison sans jugement. J'espère que le 22 septembre, il va être jugé et libéré parce qu'il n'y a aucune charge contre lui. Donc je suis très bien placé. Eh bien voilà, vous avez la réponse. Il faut avoir cette force et ce courage d'aller affronter. Mais on a toujours demandé, moi j'ai toujours demandé qu'on respecte les constitutions. Ce n'est pas la peine de changer tous les 6 mois de constitution. Ça n'a aucun sens. Avec ce qu'il y a, on pouvait avancer. Et l'élite, à ce moment-là, ils sont venus nous dire, mais non, il n'y a que les généraux, il n'y a que les machins. Non, les mairies, je suis désolé, il n'y a aucun général qui dirige une mairie. C'est faux. Il n'y a aucun lieutenant qui dirige une APC ou une wilaya. C'est faux. C'est archi faux. Il y a des interstices dans lesquels la société civile et l'élite peut aider justement ces jeunes à aller avancer, à prendre un peu. Mais le peuple algérien, notamment le militant l'algérien que vous avez entendu il y a quelques minutes, lorsqu'on voit l'ancien chef d'état-major Gaïd Salah, quand on voit Chengriha, quand on voit l'armée toute la semaine, tout le temps, même sur des inaugurations de piscines, il y a des incompréhensions, il y a des suspicions. Pourquoi est-ce qu'on voit trop l'armée? Pourquoi est-ce que c'est Chengriha qui, à un moment donné, intervient juste après notamment une élection présidentielle? Enfin, l'armée a un certain pouvoir, un pouvoir, mais une présence aussi en Algérie. L'armée a le pouvoir qu'elle doit avoir, ni plus ni moins. Après, qu'est-ce qu'il y a en face? Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. On est là, on est bloqué, on est en train de se tirer dans les pattes. Et on arrive à lyncher un pauvre groupe qui était venu pour donner un coup de main. C'est quand même pas incroyable. Ça, c'est aussi l'affaire. Aziz Moat, excusez-moi, j'aurai le plaisir de vous réinviter sur ce sujet parce qu'il est vraiment important. Il est 20h, il est 19h48, il nous reste malheureusement 4 minutes d'émission, ça va très vite. Je voudrais juste avoir votre réaction un peu sur cette affaire, comment elle est menée, le MAC à l'intérieur à nouveau, enfin il y a toute une... Il y en a qui parlent de mascarade, d'autres qui parlent de où est la présomption d'innocence, le secret de l'enquête, etc. Moi, je suis pour la présomption d'innocence, je suis pour le secret de l'enquête, mais je constate 2 choses. D'abord, le MAC et Farhat Mhenni, pour lesquels j'avais une grande admiration comme poète et comme chanteur. Il se trouve qu'il est devenu un piètre politique. Lui, c'est clair, il a dit, moi je veux une autonomie, je veux une indépendance, et je veux même installer une représentation d'Israël en Kabylie. Bon, il faut arrêter un peu. La Kabylie, c'est l'Algérie. D'accord, Aziz Moat, je m'excuse, vraiment, je suis désolé, je voudrais... Alors, on pourra éventuellement aussi réévoquer dans le cadre d'une autre émission, qui est Farhat Mhenni, et puis en quoi le MAC consiste, mais moi je vous parle vraiment, encore une fois, des autorités politiques avec ces
ces suspects qui sont entendus, le MAC, Rachad et le Maroc reviennent. C'est ça la question précise. Les idées et le contenu politique du MAC, on verra peut-être plus tard dans d'autres émissions. Je suis désolé, moi, j'ai aucune information officielle et je suis contre la diffusion de ces informations. Si des militants du MAC sont incriminés, tant pis pour eux. De toutes les façons, je vais vous dire, notre pauvre militant Jamal Besmaïn, il est mort de sa belle mort. Donc, c'est ça le résultat. L'Algérie, elle est en train de vivre une situation absolument inouïe où un jeune homme qui se baladait avec des amis, se sentait en sécurité, et c'est normal qu'il se sente en sécurité, il est dans son pays, ben il se retrouve lynché par une foule. Moi, ça m'interpelle et ça me choque. Merci Aziz Mouatz, merci infiniment d'avoir été avec nous, universitaire, journaliste, auteur. Je vais donner la parole à Youssef Amar Kodja, le temps passe très vite. Youssef Amar Kodja, peut-être un mot sur cette affaire et surtout un mot d'espoir car l'émission touche à sa fin, mais on aura le plaisir de se revoir dans les jours qui viennent. D'abord, je refute complètement le processus de ce soi-disant procès qui a été tenu par la police. Donc, c'est complètement en dehors de toute mœurs juridique et connue de par le monde. Voilà, donc comme disait notre concitoyen, M. Mouatz, la présomption d'innocence est primordiale. Et d'abord, c'est le juge qui décide de l'innocence ou de la culpabilité de ces individus. Ensuite, sur un point qui me paraît important aussi, c'est que j'espère que nos citoyens du pays, ici dans la diaspora, continuer dans la solidarité, parce que, comme je disais, le gouvernement est démissionnaire, il n'y a pas d'État malheureusement, donc il faut continuer dans la solidarité, alimenter avec de l'oxygène et lutter contre, parce qu'il y a toujours des incendies. Merci Youssef Amar Kodja d'avoir été avec nous. Dernière seconde pour Yahya Bounoir, un message 30 secondes, il nous reste. Petit message d'espoir, de lueur pour cette belle Algérie. Oui, le Hirak, l'État démocratique, la citoyenneté, l'État de droit, c'est ce que demande le Hirak, c'est élever le niveau et non pas les dahdouh, les accusations que les généraux qui baissent le niveau. Nous, on leur demande des choses sérieuses qui sont bâtir un État et eux, ils nous répondent dahdouh, main étrangère, le Maroc, etc. Je vais quand même juste dire deux mots. Allez-y rapidement, le générique est envoyé, mais allez-y, 20 secondes. Deux mots pour répondre à Aziz. Aziz, tu ne peux pas dire que ton candidat est en prison et tu demandes aux gens d'aller voter. Puisque ton candidat est en prison. Merci Yahya Bounoir d'avoir été avec nous. Le titre de l'émission, effrayé, dissuadé, détourné. Est-ce que c'est l'objectif notamment des autorités politiques dans cette affaire? Donc merci à nos trois invités que j'ai remerciés. Et puis Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP. Merci la régie pour cette réalisation technique de cette émission. Sans vous, il n'y a pas d'émission. Et à Nesrine Tourki de l'avoir réalisée. Je vous souhaite une très belle soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour un nouveau numéro de Microscope.